Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Amel. Bonjour Amel. Bonjour Astrid. Alors, Amel est fondatrice de Phoenix Conseil, qui est une boîte de conseil. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ton activité ? Oui, bien sûr. Alors, Phoenix Conseil, Business et Formation, c'est un concept hybride entre un cabinet de conseil et un centre de formation dédié à l'entrepreneuriat. Donc en fait, je propose à la fois du conseil en stratégie d'entreprise et en gestion et pilotage, et de la formation en gestion, pilotage d'entreprise, management, comptabilité, et tout ce qui peut servir en fait aux entrepreneurs, des méthodes de vente, des techniques de négociation, enfin tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. Donc il y a des formations qui vont être délivrées par moi-même et d'autres par des formateurs qui travaillent avec moi. D'accord, donc c'est un centre de formation un petit peu hybride où tu mélanges aussi bien formation et conseil. Oui. Donc ça a double compétence. Oui. En gros, c'est un cabinet de conseil couplé à un centre de formation. Et en fait, ton projet, c'est de donner une petite boîte à outils finalement aux entrepreneurs. Oui, exactement. Je voudrais que dans Phoenix, les entrepreneurs puissent vraiment trouver tous les outils qui leur sont indispensables. Donc en fait, moi, j'imagine que la formation isolée n'est pas suffisante et le conseil, quand il n'est pas accompagné de formation, n'est pas suffisant non plus. C'est pour ça que j'ai voulu coupler les deux. Et en même temps, depuis pas mal d'années d'expérience que j'ai eues auparavant dans la banque, en cabinet d'expertise comptable, etc., j'ai pu me construire un réseau, ce qui me permet aussi de mettre les entrepreneurs en relation avec des experts dans des domaines qui leur sont indispensables. Donc ça peut être des cabinets d'expertise comptable, des avocats, des spécialistes de la vente, des spécialistes du management, des spécialistes dans plusieurs domaines différents. Et je peux mettre en relation en fait les entrepreneurs que j'accompagne avec d'autres personnes. D'accord. Et comment a commencé ton activité ? Ça fait aujourd'hui presque 2 ans que je travaille sur ce projet. Il m'a fallu un petit peu de temps pour construire le modèle économique, pour construire des offres adaptées à la fois à ce que j'avais envie de faire et aux attentes des futurs clients. Donc j'ai dû tester le marché, j'ai fait des études de marché, des prototypages, donc des formations faites gratuitement à des personnes et des accompagnements aussi en création d'entreprise et en développement d'entreprise. Et en fait, toute cette phase test m'a permis de construire aujourd'hui une offre commercialisable, on va dire. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic par rapport à ta vie d'avant ? Parce que tu as travaillé dans le conseil, dans l'expertise comptable, tu as géré aussi une banque. Enfin, voilà. Oui, j'étais directrice adjointe d'une agence bancaire pendant 4 ans et demi. J'ai travaillé dans la banque en tout pendant 7 ans. Et en fait, j'ai accompagné, bien sûr, des chefs d'entreprise dans tout ce qui était financement de leur entreprise, etc. Et puis après, j'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable, mais je faisais pas du tout d'expertise comptable ni de comptabilité. J'étais là pour accompagner les chefs d'entreprise, de TPE, PME, plutôt des artisans commerçants, dans la gestion, le pilotage de leur entreprise. Donc, c'était du conseil en gestion au quotidien. Et puis, sur certains points, ça pouvait être aussi du conseil sur des lettres de mission ponctuelles, sur de la gestion d'un projet comme le rachat d'une société, comme le développement de leur entreprise ou certaines fois pour des entreprises en difficulté aussi. D'accord. Donc, c'est ça qui a été ton déclic finalement et qui t'a donné envie de créer Phoenix ? Alors en fait, moi à la base, je suis fille d'entrepreneur et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Mais je te cache pas que j'avais une petite peur. Toujours de me dire est-ce que je vais pouvoir me construire des revenus suffisants, est-ce que j'ai quelque chose à offrir de suffisant pour pouvoir en faire une activité principale, etc. J'ai mis beaucoup de temps en fait à me décider et clairement ça a été la naissance de mes 2 filles qui m'ont montré que c'était difficile de concilier une vie professionnelle en tant que salarié épanouie, c'est-à-dire pouvoir gravir les échelons, pouvoir avoir des promotions et être en même temps maman. En tant que salariée, je trouvais que c'était extrêmement difficile. Et puis, j'étais pas aussi très épanouie sur les dernières années dans mon dernier poste, où je commençais à avoir des difficultés à
à accepter en fait des règles qui me paraissaient pas toujours très justes, ou pas toujours aussi éthiques que ce que je cherchais. En fait, au fur et à mesure, il y a eu certaines difficultés qui se sont installées dans mon poste. J'avais beaucoup de déplacements professionnels, etc. Donc beaucoup de mal à avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis voilà, au bout d'un moment, ça a été compliqué pour moi. J'ai fait un burn-out professionnel. Et cette période-là a vraiment été une période de totale remise en question, à la fois sur ma vie privée, sur ma vie professionnelle. Et je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je veux ? Et en fait, je me voyais plus du tout aller travailler chez quelqu'un. Il fallait que je fasse exactement ce que j'avais envie de faire et comme j'avais envie de le faire. Et c'est de là qu'est né le projet Phoenix. D'accord. Ce qui t'a freiné au départ, c'est le besoin de sécurité, en fait. Te dire, je quitte un métier confortable pour aller quelque chose de moins confortable, finalement, parce que l'entrepreneuriat, on sait que c'est pas facile tous les jours. Le fait d'être sur un nouveau créneau, de pas avoir la même sécurité de l'emploi, donc ça t'a freiné au départ. Et le fait aussi d'avoir fait ton burn-out, finalement, ça t'a fait repenser à ce que tu as envie de faire, à comment tu as envie de gérer ta vie. Parce que c'est difficile de concilier vie privée et vie professionnelle, surtout quand on a un poste à responsabilité, finalement. Parce que quand on regarde bien, son emploi, un emploi, ça nous bouffe, en fait, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et c'est difficilement conciliable avec une vie perso très épanouie. Donc, c'est vraiment ça qui a créé le déclic. Ouais, je pense que j'étais plus alignée avec l'entreprise dans laquelle je travaillais. Je pense que j'avais des attentes qui n'étaient pas non plus prises en compte. Et puis, du coup, nos chemins se sont écartés. Il y a une disruption comme... Exactement, exactement. Et la mode. Hein. Et souvent, j'ai tendance à dire, cette période de burn-out, ça a été peut-être l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Mais en même temps, je crois que ça a été la période la plus riche parce que c'est vraiment là où je me suis posé les bonnes questions, où je suis revenue à l'essentiel et que je me suis concentrée sur moi en fait. Ça faisait longtemps que je m'étais oubliée et là je me suis vraiment concentrée sur moi, ce que j'avais envie et sur le sens que j'avais envie aussi de donner à ma carrière professionnelle. Donc ça a été une période de grosse remise en question. Donc effectivement, tu as fait un bilan de compétences. J'ai pas fait de bilan de compétences. J'en avais fait un quelques années auparavant. Donc là, à cette période-là, j'en ai pas refait. Mais effectivement, quand j'avais fait mon bilan de compétences, apparaissait le fait que j'étais pas forcément une salariée modèle. Oui, t'avais envie ça se sentait déjà à l'époque que t'avais envie d'entreprendre. Oui, voilà. On sentait que j'étais un peu une tête brûlée. Oui, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est bien parce que t'aimais bien ça, mais après, forcément, ça se ressentait déjà à l'époque que t'avais envie de lancer ta boîte, quoi. Ouais, clairement. Ouais, clairement. Donc ça, c'était déjà peut-être un premier indice qui t'avait dit, effectivement, il y a un moment où faudra que je passe le cap. Mais je pense que finalement, c'est ça qui t'a fait te dépasser et finalement, de cette expérience-là, ça t'a rendu plus forte. Ça t'a fait poser aussi, en fait, tout ce que tu as envie de faire aujourd'hui, te poser sur tes envies, sur comment tu as envie de développer ta vie demain, comment tu as envie de développer ton activité. Et ça t'a permis peut-être de t'affirmer aussi en tant que chef d'entreprise, d'avoir cette posture de leader aussi que tu as aujourd'hui. Exactement, exactement. En fait, il y a eu un moment où je pense que j'étais pas suffisamment confiante. J'avais pas suffisamment confiance en moi. Et du coup, je doutais de mes compétences, je doutais de mon savoir-faire, je doutais de moi-même, en fait. Le syndrome de l'imposteur. Exactement, exactement. Et il m'a fallu faire un long travail personnel, en fait, pour me rendre compte que, si, j'avais vraiment quelque chose à offrir. Et puis ça, en fait, au départ, quand j'ai fait mes premiers accompagnements, quand j'ai eu des retours très, très positifs de mes clients, où j'ai vraiment senti que j'avais touché quelque chose chez eux, en fait, je pense que c'est ça qui m'a redonné confiance et que je me suis dit, OK, il y a des compétences, il y a un savoir-faire, j'ai vraiment de quoi faire quelque chose, quoi. Mais ça m'a mis du temps, en fait. Ouais. Ça prend du temps c'est assez long de savoir qui on est, dans quoi on est bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire demain. Et je pense que c'est important quand même de commencer l'entrepreneuriat par un volet un peu développement personnel. Enfin, c'est un développement personnel qui est constant, hein. Ouais. Mais c'est bien d'avoir ce volet-là parce que ça permet aussi de se recentrer, de savoir ce qu'on a envie de faire, qui on a envie d'être demain et quelle entreprise on a envie d'incarner parce que finalement, on incarne notre entreprise et c'est notre vitrine finalement. Exactement. C'est notre ADN qui est redonné à l'entreprise. Donc effectivement, de se poser et de revoir un petit peu ses valeurs, ses envies,
qui on est, s'affirmer en tant que personne. Oui, s'affirmer, c'est vraiment très important. Donc du coup, t'as quitté ton poste, t'as monté ton centre de formation. Qu'est-ce qui t'a paru un petit peu le plus difficile, mis à part le fait que t'as fait un travail personnel, hein, mais plus sur l'activité en elle-même. Quand tu veux monter ton centre de formation, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil qui a envie de lancer son centre de formation demain? Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est d'être seul, de travailler seul. Parce que déjà, ta journée, elle fait que 24 heures. Et que en fait, quand tu crées, tu es obligé d'être à la fois sur la stratégie, à la fois sur les offres, à chaque fois sur l'opérationnel, la communication, les mails, etc. Et en fait, tu as beaucoup d'activités chronophages qui te prennent du temps et qui empiètent sur tout ce que tu voudrais mettre en place. Ça, je pense que c'est la partie la plus difficile. Donc moi, vraiment, ce que je conseillerais, c'est de se faire bien entourer, de se faire accompagner et de pas hésiter à déléguer. Même si au début, quand on se lance, on dit faudrait que je fasse un maximum d'économies, mais parfois l'économie du temps aussi hyper importante, et s'entourer d'experts qui peuvent gérer ta partie marketing, gérer une partie de ton site internet. C'est pas de l'argent jeté en l'air, quoi. Je trouve que l'accompagnement et s'entourer des bonnes compétences et des bonnes personnes, c'est extrêmement important pour pérenniser son projet, en fait. Oui, finalement, de se faire aider, d'avoir une expertise sur chaque pôle, finalement, ça peut aider à avancer un peu plus vite. C'est ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette vision-là, en début de l'activité, il faut tout faire seul. Mais à vouloir tout faire seul, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Et finalement, en se faisant accompagner, on gagne peut-être 6 mois, 1 an sur un projet qui nous aurait pris 2 ou 3 ans à être développé si on était en solo. Donc c'est vrai que se faire accompagner, c'est ça. C'est très important. Et au niveau du centre de formation, qu'est-ce que tu pourrais nous donner encore comme astuce? Donc, c'est de bien se faire entourer. Après, est-ce qu'il y a des freins par rapport au centre de formation? Effectivement, oui. Mais après, sur le centre de formation, tu as toutes les formalités, etc., qui sont assez complexes. Faut pas se... Datadog, Calliope. Ouais, voilà, exactement. C'est assez complexe. Il faut bien comprendre. Après, ça peut se faire. Voilà, les formalités, ça reste un peu le parcours du combattant, mais une fois que tu as bien compris, tu peux vraiment le faire. Après, ce qui est important, c'est quand on veut faire de la formation, aujourd'hui, il est très important, étant donné la concurrence qu'il peut y avoir sur ce secteur, d'offrir quelque chose de qualité. Et j'ai envie de dire que le travail le plus important pour moi, c'est vraiment l'ingénierie pédagogique et le travail qui est fait sur les formations, et surtout faire des formations qui sont à la fois en cohérence avec ses propres compétences, mais surtout avec les attentes des futures personnes qu'on va former, en fait. Parce qu'on se rend compte que c'est en faisant les premiers tests qu'on va améliorer la qualité de ces formations et vraiment toujours remettre en question ces formations en elles-mêmes, quoi. Oui, son programme. Ouais, le programme, on le construit une fois, mais c'est quelque chose qui doit être vivant et qui doit s'adapter à son public. Voilà. Et je trouve que le travail vraiment le plus important, c'est de travailler sur l'ingénierie pédagogique. Combien de fois on a assisté à des formations où il y avait écrit la date de la première formation, ça devait dater de 2016 et on était déjà en 2020 ou... Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent formateurs. Quand on regarde, c'est pas vraiment de la formation, c'est souvent de l'information ou des bribes de formation, mais vraiment avoir une formation structurée et pouvoir mettre en place à la fois de la théorie, de la pratique. Et puis moi, je conçois pas la formation sur que de la formation uniquement. Moi, je couple mes formations avec des séances de mentoring. Donc, ce que j'appelle le mentoring business, c'est très différent du coaching. Le coaching, on va travailler vraiment sur la partie mindset, accompagnement en développement personnel. Le mentoring, c'est vraiment de l'accompagnement en développement professionnel. Donc là, c'est mettre le stagiaire, l'apprenant, avec un mentor expert dans son domaine et qui va lui permettre de suivre avec lui l'application de la formation sur plusieurs mois. Oui, d'accord. C'est pas juste on vient, on donne sa formation et puis ciao. Ouais, voilà. C'est comme un service après-vente pour voir s'il y a une vraie mise en application, parce que souvent il y a des personnes qui disent que les formations leur ont pas été bénéfiques parce qu'en fait ils ne mettent pas en application derrière. Exactement. C'est comme un accompagnement. En fait, finalement, il faut mettre en application derrière et regarder s'il y a des résultats. Donc c'est bien d'avoir ce système de mentoring. Ça permet aussi de valider que les choses soient bien faites, de faire un service après-vente finalement, pour voir si toutes les clés sont bien validées et pour apporter un suivi aussi par rapport, parce que c'est une montée en compétences et la formation.
De plus en plus, c'est assez compliqué de faire la formation aujourd'hui. Et quand on voit certains programmes, on sait pas trop ce qu'il y a derrière et des fois c'est engageant parce que voilà, ça nécessite quand même des fonds, même si c'est payé la majorité du temps par les services publics, le CPF, etc. Mais c'est quand même des sous qu'on met dedans et il faut vraiment avoir un truc où on sait qu'on va avoir de la qualité derrière. Et souvent, ce que je pourrais peut-être donner comme info sur les formations, c'est de bien demander le programme de formation, ce qu'on va avoir dedans. Ne pas hésiter à vous informer pour pas être déçu parce que voilà, avoir une formation et on n'a pas du tout dedans ce qu'on voulait. On n'a pas vraiment identifié le besoin. Il y a pas pire comme formation. Donc, pour résumer, t'as quitté ton emploi, t'es parti, t'as monté ta boîte de conseil, de formation. Maintenant, tu t'éclates, quoi. C'est ça. Ouais. Exactement. Aujourd'hui, j'ai un petit portefeuille de clients qui se développe. J'ai des partenariats avec des cabinets de conseil, avec d'autres centres de formation aussi. Je commence à sous-traiter avec des nouveaux formateurs. Donc ça grossit doucement, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Est-ce que tu as d'autres choses que tu fais, mis à part la formation? Donc, tu fais du conseil, du mentoring, tu fais aussi du bilan de compétences parce que toi-même, tu es passé par là. Comme c'est quelque chose que tu as vécu toi-même, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, je me suis formée en fait en coaching en transition professionnelle. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis capable de faire des bilans de compétences, mais des bilans de compétences entrepreneuriaux. C'est un petit peu différent du bilan de compétences classique. Donc, il y a des outils qu'on utilise qui sont bien sûr en commun avec les bilans de compétences classiques. Mais là, ce qui est important, c'est en fait de positionner le candidat par rapport aux compétences clés qui vont lui permettre la réussite dans l'entrepreneuriat, voir quels sont ses besoins lui par rapport à son projet d'entreprise et ce sur quoi il a besoin de se performer. Donc en fait, je propose un bilan de compétences entrepreneuriales qui va permettre de faire une première phase de diagnostic, ensuite une seconde phase où on va travailler plus son projet, et une troisième phase de formation, justement, où on va le former sur les compétences clés qui lui sont manquantes pour vraiment réussir son projet entrepreneurial. D'accord. Et ça s'adresse à quelle typologie des salariés, des entrepreneurs? Ça s'adresse à des salariés en reconversion professionnelle qui veulent se tourner vers l'entrepreneuriat, mais aussi à des entrepreneurs qui sont déjà installés et qui, au moment où ils se sont installés, n'ont pas forcément fait un travail important sur la construction de leur modèle économique, sur l'alignement de leurs valeurs au sein de leur entreprise par rapport à leur personnalité, etc. Et même si on est entrepreneur depuis 4, 5, 6 ans, on peut quand même faire un bilan de compétences entrepreneuriales et puis avoir un diagnostic sur ses capacités et ses potentiels à entreprendre et du coup, après, avoir tout un plan de formation qui va suivre à la suite de ça, quoi. D'accord. Bon, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Amel. Merci pour tous tes conseils. Merci pour ton expérience qui est très, très enrichissante et qui va parler à beaucoup de personnes. Est-ce que tu pourrais, peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer demain? Alors, le conseil, je pense, le plus important, c'est d'être persévérant et déterminé dans ce qu'on a envie de faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose, pour moi, ça va au-delà d'une carrière professionnelle. C'est vraiment un mode de vie différent qu'on va adopter. Dans l'entrepreneuriat, on se remet en question tous les jours. Il y a beaucoup d'obstacles, faut le dire. C'est extrêmement difficile de construire une entreprise qui va devenir pérenne. Et donc, il faut vraiment être persévérant et puis bien s'entourer. Ça, j'insiste là-dessus. Mais l'entourage est hyper, hyper important. Que ce soit par des professionnels, développer un réseau d'entrepreneurs avec qui on va pouvoir échanger, discuter. C'est hyper important, je pense, pour se lancer. Donc, s'entourer et être persévérant. C'est comme en immobilier, l'emplacement. En fait, il faut s'entourer au maximum et du coup, être persévérant, pas baisser les bras. Non. C'est difficile, hein. C'est un petit peu comme les montagnes russes. Hein. Aujourd'hui, on est happy. Demain, c'est le déluge. On est au bout de sa vie. Mais en fait, je pense que ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup moi, je pense que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, moi, ça a vraiment changé la qualité de vie
que je peux avoir aujourd'hui. Sincèrement, je reviendrai pas en arrière. Enfin, je souhaite pas, mais... Ouais, tu m'aurais plus avec toi, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, on est en train de vous dire que voilà, c'est une union qui fonctionne. Mais non, clairement, je pense que ma qualité de vie a vraiment évolué. Aujourd'hui, je fais certainement plus d'heures de travail que quand j'étais salariée, mais ces heures-là, je les adapte en fonction de ma vie privée. Donc, tu subis plus, en fait, tu subis exactement. plus. Exactement. Enfin, j'allais dire tu kiffes. Enfin, oui, en fait, tu kiffes. Non, mais il y a des périodes de rush, mais je peux plus facilement gérer mon planning. Ouais, mais parce que je pense que c'est toi qui l'as décidé et c'est toi qui prends l'initiative aussi. Et exactement. Comme c'est quelque chose qui te passionne, tu comptes plus tes heures, quoi. C'est ça, exactement. Donc, et puis, j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui me soutient énormément. Et on travaille à 2, donc voilà, je me sens pas esselée en fait dans mes journées, puisque on est toujours 2 dans la prise de décision, dans la projection, et aussi pour gérer le quotidien. Oui, c'est ça. Oui, parce que tu as des enfants aussi, donc faut gérer les enfants, la famille et tout ça, et la nouvelle vie. Donc voilà, il y a tout ça à gérer. Bon, mais merci Amel d'avoir échangé avec nous ce matin. Merci à toi, Astrid. C'est un grand plaisir. Et ça faisait longtemps que je voulais t'avoir dans le podcast, donc voilà. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je vous invite, si vous voulez avoir plus d'informations sur Amel et sur son centre de formation, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Et puis ses coordonnées si vous avez envie de la rencontrer. Ce que je vous invite à faire très, très, très rapidement, parce que c'est vraiment une merveille. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec Amel. Donc je vous mettrai toutes les infos. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé dans cet épisode et nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute et de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci beaucoup. Ciao les meufs. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.